Nous allons passer à la dernière partie de la journée. Euh, donc, deux aspects un tout petit peu différents. En fait, c'est vrai que la plainte, on aurait pu en parler au début de la journée, mais finalement, on en parle à la fin de la journée, car c'est un objet assez méconnu de la part des avocats. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à une consoeur, Katia Maître-Arnens, de venir parler de la plainte auprès de la Commission européenne, puisqu'elle a sûrement des expériences vécues. Tu as oublié Charlotte. Bonjour à toutes et à tous, bonjour confrères, consoeurs. Nous serons deux, c'est un sujet qui est non pas éminemment complexe, mais comment dirais-je, parfois très factuel. Alors, je vous ferai part de certaines expériences si on a le temps. Et on va essayer à nous deux de couvrir le champ, le champ du mécanisme et répondre à vos questions. Alors pourquoi je parle d'un mécanisme plus que d'un outil procédural, c'est parce que cette plainte, déjà par sa philosophie est particulière et ensuite par sa mise en œuvre. Philosophie, quand on parle de plainte communautaire, alors surtout si on est entre Français, la plainte, la dénonciation, c'est quand même ça sonne jamais très très bien. Je vous dis ça parce que dans un environnement anglo-saxon, par exemple, ça les dérange beaucoup moins. Mais quand j'ai commencé à travailler en droit européen, qu'on appelait à l'époque droit communautaire, dans le siècle passé, et je n'exagère même pas, parler d'un mécanisme de plainte auprès de mes clients les faisait quand même un peu verdir et en tout cas les mettait mal à l'aise. Alors, j'avais bien déjà à l'époque rodé mon discours en disant, écoutez, ce n'est pas une initiative à la Katia, c'est quelque chose qui figure en bonne et due forme et place dans le traité. C'est un mécanisme qui va vous permettre même d'être de bons citoyens européens et d'aider cette brave Commission européenne qui, sans vous, n'y arriverait pas. C'est déjà pas mal comme introduction, c'est bien pragmatique. Et en plus, je trouve qu'on n'est jamais aussi convaincant que quand on dit ce qu'on pense et que c'est vrai. Alors pourquoi c'est vrai? Parce que c'est un article 226 du traité on a changé la numérotation, mais je pense que c'est encore 226, qui a prévu et dès le début ce mécanisme. Pourquoi? J'ai employé le terme esprit, philosophie de ce mécanisme. Il est le suivant. Parmi toutes les institutions, la Commission européenne est celle, je l'ai nommée, l'a bien nommée gardienne des traités. C'est notre législateur européen, mais c'est aussi celle qui est censée, avant de légiférer, après avoir légiféré, s'assurer que cette construction européenne, dont elle a également la charge aux côtés du Parlement et du Conseil, que cette harmonisation et cette construction européenne vont bon train, avancent bien, que les pays, les adhérents successifs, et à l'époque on ne parlait pas de ceux qui sortaient, ça ne pouvait pas exister, les adhérents, les entrants successifs allaient bien digérer, intégrer et appliquer ce droit européen, que les pays fondateurs continuaient à bien l'appliquer et que tout ça, comme je dis, allait bon train, en tout cas, avançait dans le sens d'une belle harmonisation européenne. Alors, c'est une noble tâche, c'était évidemment et naturellement sur les épaules de la Commission que cette tâche devait se relever, et c'est à la Commission que ça incombait. Mais quand on réfléchit pragmatiquement et concrètement, c'est une tâche très lourde. Parce que de s'assurer en temps réel de la bonne application, on va dire à tout instant et à tout moment et à tous endroits de l'Europe, de la bonne application du droit européen est vraiment compliqué, pour ne pas dire infaisable. Et dès le début, nos pères fondateurs des traités de cette belle Europe ont imaginé donc ce mécanisme qui allait faire participer tous les citoyens européens. L'idée est vraiment la dénonciation, c'est de dire impacté ou pas impacté, j'ai eu connaissance d'une mauvaise ou d'une non-application d'un texte, d'une directive, d'un règlement par un État membre. Bonjour Madame la Commission européenne, je viens porter à votre connaissance cet élément. Donc l'idée, c'est, alors je vais arrêter d'employer ce terme dénonciation, mais c'est pour vous dire que la plainte longtemps a été quand même un peu mal perçue, mais ce mécanisme de plainte vise vraiment à avoir une Commission européenne qui a une armée, des petits bras armés partout, qui sont les citoyens, les entreprises, tous ceux qui auraient relevé une mauvaise application du droit européen.
sans ce mécanisme de plainte, je ne dis pas qu'on n'aurait pas d'Europe, mais c'est quand même quelque chose qui est assez rassurant pour la Commission parce que l'information vient à elle. Il y a bien évidemment, en parallèle à cela, tout un tas d'autres mécanismes. La Commission va s'autosaisir. Vous avez certainement... C'est moi qui tape sur un petit... Voilà, ça doit être ça. Il y a en parallèle à cela des enquêtes par secteur. La Commission peut avoir d'autres moyens d'information, mais je dirais que ça peut être une communication et un flux d'informations assez continu et de nature à garantir pour tout le monde ce fonctionnement harmonisé de l'Europe. Donc, ne voyez pas cette plainte communautaire comme quelque chose de honteux ou quelque chose de très spécial à employer avec énormément de précautions. C'est assez banal, banalisé et tout à fait légitime, en tout cas légitimement perçu par quasi tous les États membres, hormis nos États fondateurs, encore une fois, pour des raisons qu'on peut évidemment comprendre. Du coup, je pense que j'avais comme d'habitude bien fait l'intro sans regarder les slides. Voilà, juste non, une définition qui arrive en 2002, c'est pas mal. La commission a dû être sollicitée, on a dû dire mais dites-nous finalement une plainte c'est quoi. Une communication du 10 juin 2002 au Parlement européen et aux médiateurs concernant les relations, si vous m'entendez bien, les relations entre le plaignant en matière d'infraction au droit communautaire. On entend par plainte toute démarche écrite auprès de la Commission qui dénonce des mesures ou des pratiques contraires au droit communautaire. L'instruction d'une plainte peut mener la commission à ouvrir une procédure d'infraction. Donc, définition très générale, comme je vous le disais, c'est pointer du doigt toute mauvaise application ou non-application d'un texte, quel qu'il soit, de droit européen, traités et droits dérivés, évidemment. Alors ça, c'est l'esprit. Avant de donner la parole, je terminerai sur l'introduction quant au mécanisme. Il est aussi assez spécial parce qu'on est à la fois sur du précontentieux et du contentieux. Et l'essentiel de ce mécanisme est quand même très précontentieux. Énormément, et on va le voir, de discussions, d'échanges de questions, etc., avant d'en arriver ultimement, et c'est loin d'être le cas systématiquement, à une phase vraiment contentieuse. Donc, un mécanisme hybride, un mécanisme spécial, une philosophie spéciale. Mais je vous dirais que ce mécanisme avec le recours préjudiciel sont pour moi les deux outils majeurs en droit européen. Super utile, super efficace, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à acheter. Voilà, je place la parole à Charlotte. Non, on va se partager. Donc, comme le disait Katia, le mécanisme de plainte est ouvert à toute personne intéressée, c'est-à-dire que n'importe qui, un citoyen, une entreprise, une association peut déposer une plainte auprès de la Commission européenne. Elle est très facile d'accès parce qu'il ne faut pas démontrer d'intérêt à agir ni être directement concerné par l'infraction. Donc, même si vous soupçonnez un manquement pour quelque chose qui en fait vous impacte, enfin, si vous faites une plainte, c'est quand même que vous sentez impacté directement ou indirectement, mais vous n'avez pas à le démontrer lors du dépôt de la plainte. Ainsi, dès lors qu'elle soupçonne qu'un État membre a pris une mesure qui est incompatible avec le droit de l'Union européenne, cette personne peut en informer la Commission européenne. Donc, dans le cas, je pense, le plus fréquent et le plus simple est la non-transposition d'une directive, parce que déjà, ça arrive beaucoup et en général, il y a quand même toujours un certain nombre de personnes qui s'en sentent lésées. Et dernièrement aussi, pas mal d'infractions pour non-respect d'une réglementation environnementale, parce qu'un État peut, si c'est une directive, il peut la transposer, mais après mal l'appliquer. Et donc ça aussi peut donner lieu à l'introduction d'une plainte. Le dépôt de la plainte est une procédure gratuite. Donc, elle se fait à l'aide d'un formulaire à remplir sur le site de la Commission européenne. Donc, il faut juste taper dépôt de plainte dans Google et vous serez directement sur le site. Donc, elle peut s'être remplie en ligne ou par courrier postal. Donc, c'est un peu un upgrade du formulaire qui avait été publié en 1999 par la Commission dans sa première communication. Donc, il fallait remplir nom, prénom, et puis les griefs. Et je vais en arriver. Désolée, mais ça... Ouais. Donc, la plainte, de nouveau, facilement accessible, n'est soumise à aucun formalisme particulier. Toutefois, il faut bien entendu que la personne qui dépose une plainte énonce les griefs soulevés et fasse référence aux pratiques qu'elle entend dénoncer. Donc, elle ne va pas pouvoir dire juste la France a mal transposé la directive sur
la directive 1, elle doit dire exactement quelles dispositions ou bien n'ont pas été, parce que ça peut être une non-transposition, un défaut de transposition, donc il faudra viser exactement les mesures qu'elle vise. Ouais. Quand on parle de rédaction de la plainte, ça illustre au moins 2 bonnes raisons pour lesquelles on imagine difficilement une plainte par quelqu'un qui n'est pas directement concerné. Parce que ne serait-ce que pour étayer les griefs et avoir une connaissance suffisamment précise, comme disait Charlotte, c'est pas pour dire oh je crois que vaguement, je vous donne un exemple idiot, à la Bretagne au nez des algues, ils gèrent pas bien du tout. Enfin, pas, bon, ça ne sera pas une plainte qui va être recevable. Bien qu'encore une fois, les conditions de recevabilité sont super light, mais il faut un minimum de justification, sinon la Commission va gentiment mettre ça sous le tapis européen. Donc ça, c'est déjà une des raisons pour lesquelles il y aura toujours un intérêt à agir. Et l'autre raison pour laquelle nous avons un bel avenir, bien qu'il y ait ce formulaire en ligne et qu'on a l'impression que c'est super facile et qu'il y a juste faut aller sur Google, on sait bien, c'est comme dans tous les domaines, si nos clients savaient aussi bien rédiger et argumenter que nous, on n'existerait pas. Donc il y a quand même une mise en œuvre, une mise en forme. A fortiori dans le domaine du droit européen, qui n'est pas, bon, moi, que je trouve personnellement extrêmement didactique, mais c'est peut-être parce que je baigne dedans depuis 35 ans. Mais le fait est que je pense que pour l'homme de la rue, commencer à aller sur Google, plainte et construire son raisonnement communautaire, je pense que c'est vraiment pas une partie aisée. Donc j'avais oublié de dire, et c'est en introduction, comme nous sommes entre nous, c'est aussi quelque chose qui est un très bon business. Faut pas, c'est intéressant la plainte communautaire. Et ça, l'accessibilité offerte par ces e-plateformes et autres n'a rien enlevé à la nécessité, pour ne pas le dire, c'est plus qu'une facilitation, de passer par un confrère. Je suis désolée, je ne t'interromps. Non, tout à fait. Ben, Ah non, je suis mis pas. en forme, c'est ce qui était à la prochaine slide, donc c'est impeccable. Donc notre futur est assuré. Tout va bien. On fera plein de On fera plein de plaintes. Donc une fois la plainte déposée, la commission va l'examiner. Donc ce qu'elle va faire, c'est analyser la demande et déterminer si les allégations avancées permettent ou non de caractériser une infraction. La commission reçoit, je crois que c'est à peu près 4000 plaintes par an. Donc, c'est quand même un certain nombre. Donc, les délais sont en principe de maximum 1 an. Mais il me semble qu'il y a quand même pas mal de retard. Et d'ailleurs, dans la communication sur la plainte, il y a une disposition express qui informe qu'en cas de dépassement des délais, le plaignant en sera informé. Donc, il y a pas mal d'échanges entre la commission et le plaignant sur Ce qui a été un ces gros points-là. progrès par rapport aux premières plaintes que j'ai déposées, c'était il y a 20-25 ans. On n'avait aucune visibilité, aucune timeline, aucun délai, et ça pouvait aller de l'ordre de 8 à 10 ans. Enfin, c'était sans limite. Et la commission était tout à fait libre dans le traitement et dans l'avancée, et sans informer le plaignant de l'état d'avancement du futur calendrier. Et c'est justement, c'est pour ça que je titre avec cette communication de l'ombudsman, du médiateur européen. Et suite à des saisines du médiateur européen au titre de cette mauvaise administration des plaintes, que la commission, et ça doit être, je dois dire, oui, ça doit être dans les années 2002-2005, que la commission a mis en place ce délai maximum de traitement d'1 an et ce suivi avec le plaignant. Ce qui est pour nous encore plus intéressant, parce que là, ça devient une vraie procédure. On a presque un échange de mémoire. En tout cas, on a un suivi avec la commission. On peut rendre compte à nos clients et avancer dans le dossier. Parce que ce qui était délicat à l'époque, c'était dire aux clients, bah voilà, on a fait le travail, on a bien. Alors, on n'avait pas de formulaire en ligne, on faisait des gros mémos, et c'était peut-être plus lourd. Mais ensuite, c'était zéro visibilité. Et le client revenait, vous avez des nouvelles, et nous, bah non, bah non, bah non. Et on n'avait aucun accès. Si on connaissait un petit copain, une copine, un truc un peu comme ça, sous le manteau, une information, mais il n'y avait rien d'officiel et aucun canal, aucune sonnette sur laquelle on pouvait appuyer pour avoir des informations. Aujourd'hui, tout ça, comme dans plein de domaines, la commission a été la transparence, etc. Les choses sont beaucoup plus officielles et il y a un vrai suivi. Voilà. Donc, non seulement il y a un vrai suivi, mais si le plaignant estime qu'il a été lésé pour telle ou telle raison, il peut presque en parallèle déposer une autre plainte au médiateur européen contre cette fois la commission pour maladministration de sa demande de plainte. En outre, c'est ce que tu disais, il peut demander à tout moment de la procédure, donc extrêmement transparent, à la commission des informations sur l'avancement du dossier. Donc, à la suite de son examen de la plainte, la commission a 2 voire 3 options. Alors, ou elle considère que les éléments avancés par le plaignant ne permettent pas de constituer une infraction. Donc, dans ce cas-là, elle prévoit de classer le dossier sans suite.
Mais à ce moment-là, le plaignant dispose quand même encore d'une occasion de déposer plus d'observations pour essayer de refaire changer la commission d'avis. Il peut amener des nouveaux éléments légaux, factuels. Peut-être qu'entre-temps, il aura eu des nouvelles idées. Et ça peut permettre à la commission de reconsidérer sa position et donc de reprendre l'instruction du dossier. Après, si elle n'est pas convaincue, là, c'est la fin de l'histoire et elle classe définitivement sans suite. On peut comparer ça à une procédure pénale, hein, c'est quand même l'opportunité des poursuites. Et ça, c'est pas une décision qui fera grief. Donc, on ne peut pas attaquer la décision de la commission de classer sans suite. C'est à la suite de son instruction, elle a encore je dirais, cette liberté. Et au contraire, si elle estime que les éléments avancés permettent ou permettront de caractériser une infraction et donc de poursuivre l'État concerné, elle prépare une proposition de mise en demeure qui est au préalable soumise au collège des commissaires pour approbation. Et donc, à partir de là, s'ouvre en fait une deuxième étape qui est la procédure d'infraction qui peut, mais qui ne mène pas toujours au bout du bout à la saisie de la Cour de justice. En fait, on a trois, ouais, on peut dire, on a trois steps, trois étapes dans cette procédure, ce mécanisme de plainte. On a une partie qui est, j'allais dire informelle, pas si informelle que ça, parce qu'on vient de vous en parler, c'est quand même l'introduction sur cette plateforme des griefs, d'une motivation, de la dénonciation, en tout cas de la qualification d'une infraction et d'une mauvaise application du droit européen. S'ensuit une phase d'instruction par la commission, avec, comme je vous le disais, un peu plus de transparence depuis une quinzaine d'années, un échange d'informations avec le plaignant, mais ça reste quand même, je dirais, dans la cuisine, la cuisine interne de la commission. Elle va investiguer, elle va analyser le bien fondé ou pas de ces griefs. Il est sûr que si cette première phase se clôture par une mise en demeure, on a déjà une belle victoire, c'est que l'infraction est... Oui. Ah pardon, c'est que l'infraction, je reprends tout depuis le début ou? Si cette première phase se termine par une mise en demeure, c'est déjà une belle victoire. Ça veut dire que l'infraction est hautement considérée, en tout cas, oui, sérieusement prise en considération par la commission et ça devient officiel. Parce que tant qu'on en est au stade de cette plainte par un résident, un citoyen européen, par la plateforme, la transparence et la quantité d'informations mises à disposition du public sont quasi inexistantes. Ça reste tout à fait off. La vraie information que vous allez trouver même dans la presse grand public, c'est à partir de la mise en demeure d'un État membre. Mais là, on n'est pas encore dans une phase contentieuse. On est dans une phase qui est pré-contentieuse. On arrive à l'étape 2 de ce mécanisme de plainte, c'est plus officiel, et là, l'État membre va être, donc, comme le terme l'indique, mis en demeure. Alors, non pas de se conformer, hein, on n'en est pas là, il va être mis en demeure de s'expliquer. Et à ce moment-là commence une nouvelle phase, donc c'est l'ouverture de la procédure d'infraction, et commence une nouvelle phase d'échange d'informations, mais qui va être entre la Commission et l'État membre. C'est un peu à mettre en parallèle entre la première phase d'instruction qui était entre le plaignant et la commission, et là entre la commission et l'État membre. Généralement, on en parlait, la France, pour la question de la loi AGEC, par exemple sur le Triman, etc. C'est vraiment la mise en demeure tombe dans le domaine public de l'information. Vous le lirez dans la presse, les Échos, Le Monde vont dire la France a été mise en demeure d'eux, etc. Ça, c'est le mécanisme de plainte. Mais souvent, on ne fait pas tout à fait le lien avec comment cet État membre a été mise en demeure. Ça peut être une autosaisine de la commission, comme ça peut être une dénonciation par une entreprise ou un citoyen français qui s'est plaint. Que vous dire d'autre sur ce mécanisme? Ah oui, alors l'IU pilote. Alors je dois dire, je devrais peut-être pas vous le dire, mais pour moi, l'IU pilote, je vois pas trop ce que ça a changé. Encore une fois, je vais vous parler de avant, donc du siècle dernier, de comment je les faisais et comment ça se passait. Alors, hormis cette non-visibilité d'agenda qui nous faisait rager à l'époque et donc qui s'est grandement amélioré. On n'avait pas ce mécanisme dit pilote, mais le résultat était un peu le même, c'est-à-dire que la commission posait des questions à l'État membre. Nous n'avions pas en tant que plaignant, sauf exception, excellente bonne relation avec le fonctionnaire en charge, nous n'avions pas en théorie la liste des questions. C'était vraiment du cas par cas. Si la commission était embêtée dans la rédaction des questions et qu'elle nous sentait particulièrement comme on dit, sur la balle et très au fait de toutes ces questions,
ils prenaient la compétence et ils se disaient bah, aidez-nous et on va rédiger les questions ensemble. Mais bon, c'était généralement, ils étaient plutôt réticents et surtout, ils étaient réticents à nous fournir les réponses de l'État membre qu'on attaquait. Alors, ce EU pilot a été mis en avant depuis son démarrage comme un grand facilitateur. Mais je vous dis, bon, c'est un mécanisme auquel on a donné un nom, mais ça consiste simplement à poser des questions à l'État membre et à analyser ses réponses. Alors, j'ai le sentiment, parce que je ne l'ai pas pratiqué depuis lors, que ces EU pilotes est peut-être davantage circulaire. C'est-à-dire que c'est peut-être des questions et ça va circuler parmi l'État membre, ce qui n'était peut-être pas le cas de manière aussi systématique à l'époque. Mais vraiment, là, je vous avoue, je ne vois pas trop la valeur ajoutée. Mais d'après les statistiques, tout va très bien et de mieux en mieux dans le meilleur des mondes. Et la gestion de ces plaintes est encore meilleure. Alors, saluons le mécanisme, mais je vous dis, ne me demandez pas vraiment quelle est la grande différence. Je n'en vois pas. Et je vais évidemment poser la question. Alors, non, il y a des statistiques, mais 2021, oui. Alors, ce que la Commission est toute heureuse de dire, c'est que depuis 2021, 80% des procédures d'IU pilotes ont pu être clôturées avant le déclenchement de toute procédure d'infraction. Alors, je n'ai plus les statistiques à l'époque, je dis que c'était plus opaque, mais il y avait très peu de plaintes qui allaient jusqu'à leur terme devant la Cour de justice. C'était souvent clôturé parce que l'idée de mécanisme de plainte, c'est en gros de taper, c'est plus, si on devait comparer ça à une admonestation paternelle, c'est plus de dire à l'État membre, bon, on sait que vous avez pas fait les choses correctement, vous en êtes pas exprès ou pas exprès, toujours est-il qu'il serait temps de rectifier le tir. Et si l'État membre a envie de garder de bonnes relations et des bonnes aides communautaires, etc., et tout ce qui s'ensuit, ben, il n'avait qu'une solution, c'était de rentrer dans les rangs. Donc, de toute façon, depuis l'instauration de ce mécanisme, la plupart, alors ça peut être 75, 80, 90% des cas, sont résolus en amont de toute procédure vraiment, vraiment contentieuse devant la Cour de justice. Oui. Est-ce que effectivement, le problème est résolu ou est-ce que c'est clôturé parce qu'il y a une opportunité des poursuites, entre guillemets, terme que vous avez vous-même utilisé, et qu'en réalité, c'est un de minimis non curat praetor, la Commission ne s'intéresse pas à ce truc qui est sans intérêt, et elle a classé... Le presse veut prendre nouvelle. Alors, le classement sans suite, entre guillemets, c'est l'opportunité des poursuites. Ça intervient avant la mise en demeure. Donc, c'est de dire, c'est ce que j'appelais la première étape, dire ça nous intéresse pas, vos griefs, ok, ne nous ont pas convaincus, il n'y a pas lieu à mettre en demeure l'État membre parce qu'il n'y a pas de griefs constitués. Alors, au dire de la commission, interprétation, après investigation, après enquête sur la base de votre plainte. Votre plainte n'est pas suffisamment étayée. La commission va clairement dire, écoutez, il n'y a pas de grief. Ou alors, on est tombé sur quelqu'un qui, à la commission, s'intéressait beaucoup aux algues et qui va lui-même aller plus avant. L'idée de la plainte, c'est quand même pas que la commission fasse complètement le travail à la place du plaignant. Sauf à ce que cette plainte arrive dans le cadre d'une enquête de secteur qui intéresse tout le monde. Donc ça serait plutôt l'opportunité des poursuites, classement sans suite. Si on met un terme à la procédure après la mise en demeure, ça veut dire que la commission a été dans un premier temps convaincue par les griefs, et ensuite elle a été encore davantage convaincue par les explications de l'État membre. Donc c'est aussi très opportun, mais c'est différent. L'angle, la perspective est différente. Dans un cas, ce sont les griefs qui n'ont pas convaincu, dans l'autre, les griefs ont convaincu, mais l'État membre a été encore plus convaincant. Et où, alors ça peut être le truc de base qui va bien évidemment énerver, mais ça peut aussi être l'État membre a dit je me couche, j'apporte les modifications qui sont nécessaires. Mais normalement, justement, depuis cette quinzaine d'années, tout ça est beaucoup plus transparent et on a connaissance des réponses de l'État membre qui est poursuivi, qui est mis en demeure. On peut commenter, on peut aller plus avant. Ça m'est souvent arrivé de dire non, attendez, mais là, ils sont en train de vous rouler dans la farine, c'est pas du tout ça. Et non, parce que quand vous déposez votre plainte, vous avez une approche, un éclairage, et on poursuit le cheminement, comme dans une assignation. Enfin, c'est notre raisonnement et on y va. Et si les réponses de l'État membre visent à biaiser l'approche, etc., vous êtes obligé de reprendre, votre plume et de réargumenter. C'est quasi un mémoire en réponse. Et là, ça devient un jeu presque contentieux. 4000 plaintes par an. Combien y en a-t-il qui sont classées sans suite? Quel est ce pourcentage? Pourquoi ce chiffre est-il si opaque? Et c'est ça la question que nous... Il est opaque parce qu'il intervient, il intervient dans ces deux premières étapes. Et surtout dans la première, là, la commission ne va jamais dire, dans la première, dont on clôture et ça ne nous intéresse pas, je n'ai jamais trouvé de statistiques. Non,
Oui, la mise en demeure. Donc là, ça devient donc plus officiel. La mise en demeure consiste à mettre en demeure l'État membre de fournir ses explications et l'État membre a alors un délai de 2 mois pour répondre. C'est un délai qui n'est pas vraiment de rigueur. Encore une fois, on n'est pas dans de la procédure et vous verrez souvent, et on a des clients, ou encore récemment, on a été consulté par des confrères non français au sujet de la mise en demeure de l'État français qui venait à expiration et eux voulaient savoir, ils pensaient que boum, la France avait répondu, etc. Et non, mais attendez, ils ont 2 mois, ils n'ont pas 10 ans, mais ils ont 2 mois, 3 mois, 4 mois, enfin. Et puis d'ailleurs, l'État membre peut ne pas répondre et ça peut constituer un avis motivé. Donc il y a aussi une autre possibilité. Mais en théorie, l'État membre a 2 mois pour répondre au premier jet de questions de la commission. Alors si dans les délais, il y a deux options aussi, enfin 2 possibilités. Dans les 2 mois ou 2 mois et quelques, l'État membre répond, les réponses vont satisfaire la commission. Elle va dire merci beaucoup, elle va répondre aux plaignants, tout ça est très bien, je classe parce que c'est bon, pour nous, il n'y a plus de problème. L'État membre, dans ses réponses, propose des aménagements, des solutions, de se conformer, etc. Idem, la commission va dire merci, informer le plaignant, tout est rentré dans l'ordre, merci de nous avoir informé de cette situation. Grâce à vous, nous avons écarté une non-conformité. Il se peut, troisième option, que l'État membre apporte des réponses qui ne sont pas satisfaisantes. Alors, c'est moins simple que ce qui est expliqué là dans nos slides. Souvent, il y a vraiment des allers-retours de questions de réponses, le plaignant qui s'en mêle, qui va apporter encore, comme je vous dis, un nouvel éclairage, d'autres arguments, etc., etc. Ça ne dure pas non plus 10 ans, mais il n'y a pas de délai. On n'est encore une fois pas dans de la procédure stricte. Donc, ça peut vraiment prendre quelques mois, un an d'échange. Et si à l'issue de ce jeu de ping-pong de questions-réponses, la Commission estime toujours que les griefs sont fondés et que les réponses de l'État membre ne sont pas de nature à permettre de clôturer cette plainte. La Commission peut et ne doit pas. C'est pour ça que je comprends, tout ça reste toujours avec des peut, elle pourra, fera si elle a envie, envoyer un avis motivé qui est une mise en demeure plus. Parce que là, l'avis motivé, il va inscrire un peu dans le marbre les griefs et le fait que la commission estime définitivement, en tout cas à ce stade de l'enquête, du mécanisme, que l'État membre devrait se conformer et a vraiment mal appliqué, pour ne pas dire violer une disposition de droit européen. Donc là, on est vraiment à un stade qui est beaucoup plus avancé. Ça veut dire que le plaignant, en gros, a quand même gain de cause, a gagné, en tout cas a été valablement entendu par la commission et a convaincu la commission, et qu'en parallèle ou à l'inverse, l'État membre n'a pas su convaincre la commission. Donc c'est une mise en demeure, vos réponses ne nous ont pas plu, ou vous n'avez pas répondu. Là, on a un avis motivé. Mais on est toujours dans le cadre d'une phase précontentieuse. On est donc étape 2 de ce mécanisme de plainte. La dernière étape, alors c'est pareil, madame, je suis désolée, je n'ai pas de statistiques, mais ça arrive très rarement. Je ne sais pas si on avait regardé un moment, mais je vais te laisser les chiffres après, parce que je déteste ça. Ce mécanisme de plainte, l'étape ultime, troisième étape, c'est la saisine de la Cour de justice, 10%, voilà, de la Communauté européenne, de l'Union européenne. Ça arrive dans 10% des cas, mais attention, 10% de quel cas? 10% des avis motivés. Et on ne sait pas par rapport aux 4000, on pourrait faire ce calcul à l'envers, à la limite, voir combien de saisines, mais ça doit être quand même très, 10% de 10%, de 5%. Enfin, bon. Mais l'idée est la suivante, ou en tout cas plus concrètement, c'est que donc je vous rappelle tout le processus, c'est vous êtes plaignant, donc vous vous plaignez, vous avez des griefs, vous les avez étayés, vous avez échangé avec la commission finalement est assez convaincue, en tout cas suffisamment pour mettre l'État membre en demeure de présenter des observations. L'État membre les présente ou ne les présente pas, ou en présente qui ne sont pas convaincantes. Vous passez, vous, Commission européenne, à la phase d'avis motivé. Donc là, c'est comme son nom l'indique, vous êtes motivé, vous avez un avis et vous l'avez motivé et vous êtes sûr de votre coup, l'État membre est en infraction avec une ou plusieurs dispositions de droit européen. Normalement, un bon État membre bien discipliné aurait déjà dû se conformer à la mise en demeure, mais il y en a certains qui s'arc-boutent, qui sont
Ils font leurs rebelles, comme dirait Charlotte. Et donc, ces rebelles, ils prennent la vie motivée. Je ne vais pas dire qu'ils vont s'asseoir dessus, on peut le mettre sous le tapis, mais enfin, ils font le gros dos. Et il y a des très, très bons États membres, hein, pour n'en citer qu'à la France, ça leur arrive hein, de faire le gros dos sur des trucs. On a été condamné de nombreuses fois pour les OGM. On risque d'être condamné là pour la loi AGEC. On a une petite condamnation. Vous ne citez que la France. Donc, il ne faut pas aller chercher de manière trop exotique ou éloignée des mauvais élèves de temps en temps. Donc, non-application de cet avis motivé, là, la commission, elle n'a plus d'armes parce qu'elle a utilisé l'outil, en tout cas administratif ultime, qui est cet avis motivé. Il ne lui reste plus qu'une phase qui est cette fois-ci contentieuse, comme les autres recours dont vous avez dû parler, je suppose, ce matin, les recours d'annulation, ce genre de choses. On n'en a pas parlé. Bon. En tout cas, toutes les procédures européennes plus classiques, où intervient là, notre éminente Cour de justice. Et bien là, on reprend depuis le début, si vous voulez. C'est-à-dire que la Commission elle va prendre pour elle les griefs du plaignant, présenter dossier, attaquer l'État membre qui va devoir se défendre s'il ne souhaite pas être sanctionné. Je n'ai pas non plus, je ne sais pas si vous me posez la question, j'anticipe, mais je réfléchis à voix haute, j'aurais dû chercher. Non, mais c'est bien. Combien de décisions de sanctions, combien de saisines de la Cour, c'est dans 10%, mais combien d'États membres se retrouvent sanctionnés au final? Mais j'ai l'impression que c'est assez important. Je dirais, vraiment là je veux bien m'avancer, que sur les 10%, je ne vais pas vous dire 9 ou 8, hein, mais je pense que le pourcentage de décisions de condamnation doit être assez élevé sur ces 10% de saisines. Pourquoi? Parce que la Commission, elle hésite, hein, c'est quand même pas, elle va pas traire un État membre comme ça pour juste un détail. Il faut vraiment que ce soit lourd, il faut vraiment que l'État membre ait exagéré, il faut que le cas soit sensible, etc. Il y a quand même des faux avant d'être attrait devant la Cour de justice. Et généralement, le dossier est plutôt solide. Donc, la Cour va, je vous dis, bien sûr, être saisie de l'entièreté du dossier et elle peut, imposer des sanctions financières et des mesures correctives. Les chiffres, je peux te les laisser? On a déjà évoqué pas mal, donc environ 4000 plaintes par an. Je ne sais pas combien sont classées sans suite. On cherchera, si on a la réponse, on vous enverra un mail. Donc, en 2021, plus de 80% des procédures EU Pilot ont ainsi pu être clôturées avant le déclenchement de toute procédure d'infraction. Donc ça, c'est entre le moment où la Commission a décidé de procéder et de ne pas classer sans suite, mais avant l'envoi de la mise en demeure. Donc là, c'est ou bien que finalement, je pense que quand même dans la majorité de ces cas-là, c'est que l'État membre ou bien se plie ou bien annonce qu'il va se plier. Donc c'est déjà arrivé aussi qu'ils disent qu'il va y remédier. Voilà, et puis qu'il les remédie pas, et puis que du coup on réenclenche une procédure. Donc 90% sont réglés avant d'être envoyés à la Cour de justice, mais à partir du moment où la procédure d'infraction est lancée, donc c'est pas par rapport aux plaintes initiales. Et voilà, là, ces dernières années, la pollution de l'air a été très famous en matière de procédures d'infraction, avec 28 procédures engagées en juillet 2022. Il y avait la Belgique aussi. Oui, et ça, c'est après. Ouais. Ça, vous n'allez pas savoir lire. Mais en février 2023, la Belgique, Bulgarie, Lettonie, Pays-Bas ont été attraits dans la Cour de justice pour ne pas avoir transposé les règles de l'Union relative aux données ouvertes et à la réutilisation de données du secteur public. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est. La Belgique, pareil pour... non, l'Allemagne, l'Estonie, l'Espagne et l'Italie pour défaut de transposition de la directive sur les lanceurs d'alerte, et la Belgique pour la pollution de l'eau, et la France pour la propreté de l'eau potable, et aussi pour l'histoire de l'application du logo Triman sur ces emballages. Parce que la Cour considère que c'est potentiellement une entrave à la libre circulation des marchandises, parce qu'elle imposerait que tout produit qui entre en France ait ce logo Triman. Et les 2 mois sont passés, mais là, on n'a pas vu trace de réponse de la France pour l'instant. Et alors, il y a une petite classification des mauvais élèves. Je ne pense pas que vous allez voir. Donc les recours en manquement, c'est l'Espagne, le plus mauvais élève, avec 16 entre 2018 et 2022, puis l'Italie avec 15, la Hongrie 13, la Pologne 13, l'Autriche 11, et la France uniquement 3. Mais là, j'ai l'impression qu'elle rattrape un peu son retard. Oui, elle peut vraiment être première partout, même dans les recours en manquement. Voilà, comme on dit déjà en gros, ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui sur le mécanisme de plainte, mais nous sommes ouvertes à toutes vos questions, mais pas des difficiles.
Quelques petites informations ou précisions. Il y a un site qui est très bien fait à la Commission européenne. Vous avez effectivement toutes les procédures d'infraction qui sont détaillées par État, le stade de la procédure d'infraction, à savoir est-ce qu'on en est encore à la mise en demeure, est-ce qu'on est passé à l'avis motivé, et il y a aussi, mais d'une manière très très synthétique, le motif effectivement de la procédure d'infraction. C'est-à-dire qu'en en 3 ou en 4 mots, on vous synthétise quel est le motif de la procédure d'infraction. Cela veut dire que si vous n'êtes pas dans la procédure, vous ne savez pas exactement ce que l'on reproche à l'État, et si parmi effectivement les différents griefs qui étaient énoncés dans la plainte, si certains ont été retenus ou d'autres n'ont pas été retenus. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que à partir du moment où la mise en demeure est adressée par la Commission, les pourparlers entre la Commission et l'État défendeur sont confidentiels. Pourquoi je dis ça? Parce que premièrement, les délais qui sont dans le traité ne sont absolument pas respectés, hein. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément une réponse de l'État défendeur dans les 2 mois, du fait des négociations qui s'instaurent entre la Commission et l'État membre défendeur. Je prends un exemple, par exemple, lorsque vous avez une mauvaise transposition d'une directive ou d'une décision cadre, cela est de la négociation entre l'État et la Commission, parce que la Commission veut éviter absolument d'avoir à saisir la Cour de justice, et c'est là où commence la discussion politique sur des sujets un petit peu touchy, hein, la discussion politique entre l'État et la Commission, et on le voit bien, ça peut durer très très longtemps. Je pense à un exemple particulier où depuis 2 ans et demi, une mise en demeure a été adressée à un État, et je sais, et je le sais officieusement, puisque vous n'avez pas accès évidemment aux réponses qui sont faites par l'État sur les griefs que la Commission lui adresse, vous ne savez pas exactement ce qu'il se passe, mais vous voyez bien que, premièrement, après avis du service juridique, et il faut, pour obtenir évidemment du collège des commissaires la décision de lancer un motivé, qu'il faut évidemment réunir l'unanimité des votes du collège des commissaires. Et c'est pourquoi, effectivement, la Commission essaye d'éviter absolument ces procédures en manquement et négocie avec l'État. Et parfois, les négociations sont très ardues, surtout en matière pénale, lorsqu'il s'agit effectivement de procédures d'infraction qui ont été initiées sur, par exemple, je pense au mandat d'arrêt européen, où vous le voyez bien, sur le mandat d'arrêt européen, il y a quand même un certain nombre de procédures d'infraction. Beaucoup d'États ou ont mal transposé la décision 4 de 2002, ou alors effectivement dans le cadre effectivement de l'exécution du mandat d'arrêt européen, des procédures se posent, alors même qu'on est dans le cadre de la confiance mutuelle entre États, ou alors que les procédures d'exécution devraient être automatiques. Et c'est là où la Commission négocie beaucoup avec les États pour essayer d'éviter effectivement l'avis motivé qui viendra ensuite jusqu'à la Cour de justice. Et on le voit bien dans les statistiques aussi de la Cour de justice, le recours en manquement, c'est le recours qui est le moins utilisé, qui est le moins jugé par la Cour de justice, puisque ce sont les procédures préjudicielles qui l'emportent largement devant le procédure de manquement. Donc, c'est la politique de la Commission de saisir le moins souvent possible l'État, de saisir la Cour de justice contre un État, car elle ne veut pas, évidemment, comme vous le voyez, c'est assez politique aussi, elle ne veut pas voir condamner l'État, sauf C'est de la grosse négo, hein. Sauf si, évidemment, il s'agit d'un point crucial pour la Commission. Et la politique de la Commission est évidemment d'éviter à passer par le stade de la Cour de justice pour voir l'État condamné. Ce d'autant que souvent, après arrêt de la Cour de justice, des arrêts ne sont pas exécutés par les États. Et on arrive à une deuxième procédure qui est effectivement de voir condamner sous astreinte l'État qui n'a pas exécuté le premier arrêt de la Cour de justice. Et là, on le voit bien, ça devient proprement politique. Et c'est donc le choix de la Commission. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que dans le cadre, après le dépôt de votre plainte auprès de la Commission, des services de la Commission européenne, il est tout à fait possible, dans certains cas, d'aller voir le fonctionnaire ou la direction concernés par la plainte qui a été déposée et qui traite de la plainte que vous avez déposée, parce qu'on le voit bien, hein, avant d'arriver à une transmission, à savoir une mise en demeure
qui est très difficile, on peut évidemment aller voir le service juridique, ou tout au moins le fonctionnaire qui a en charge votre plainte pour essayer effectivement de les convaincre de la justesse, ou tout au moins de la véracité et du bien fondé de la plainte. Donc, c'est un long parcours. Hein. C'est un long parcours qui, comme vous le disiez, Katia, n'est absolument pas gagnant à chaque fois. Hein. Et la commission a souvent tendance, effectivement, à vous adresser une lettre en vous disant nous allons clôturer cette affaire car nous ne considérons pas qu'il y a une infraction au droit de l'Union. Et c'est là où vous pouvez, comme vous le disiez tout à l'heure, Katia, essayer effectivement de relancer. Et vous avez toujours la possibilité, après une première clôture quand même, de réactiver le dossier. Moi, ça m'est arrivé de réactiver un dossier qui avait été clôturé une première fois, et c'est un petit peu, par exemple, de fait nouveau, hein, ou tout au moins, si vous arrivez à démontrer qu'il y a un fait nouveau depuis la clôture de la plainte, de pouvoir réactiver la plainte que vous aviez déposée 2 ans avant pour inciter la commission à réexaminer la plainte initiale que vous aviez déposée. Donc, il y a un grand nombre quand même de... Il y a un grand nombre de possibilités quand même de relancer cette plainte qui a pu être dans un premier temps effectivement repoussée par la commission. Et comme vous l'avez vu aussi, ce n'est pas parce que vous avez une procédure en manquement qui est ouverte par la commission après l'envoi d'une mise en demeure que la partie est gagnée. Il suffit de voir les statistiques qui démontrent bien que la commission, avant d'aller à la Cour de justice, fera tout en sorte de négocier avec l'État pour que l'État, par exemple, la commission convainc l'État de modifier la loi ou la transposition, la loi de transposition de la directive pour essayer effectivement d'obtenir de l'État que la loi de transposition soit conforme à la directive dans les limites effectivement de l'interprétation. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. La réponse de l'État aux questions posées par la commission, que ce soit. Alors, c'est pour vouloir de la commission. Moi, j'ai eu les 2 cas. Ah, d'accord. Y a, en tout cas, officiellement, non, la commission n'a absolument pas à vous tenir à Confidentiel, hein. Elle a simplement, même malgré les améliorations dues à l'intervention de l'ombudsman, du médiateur européen, on a plus de transparence, mais de transparence de calendrier. Donc, on va savoir l'État membre, le minimum, je dirais. Oui, non, mais ce que je voulais vous dire, c'était. Voilà. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que le minimum, c'est de savoir l'État a répondu, où on en est, voilà, on enquête, on réfléchit, on va clôturer, on a clôturé, on a envoyé une mise en demeure. Ça, c'est le minimum. Mais parfois, on a le contenu. Oui. Et parfois, vous le demandez en matière pénale, par exemple. En matière pénale, vous n'avez jamais de réponse de la commission. On vous dit c'est confidentiel. Il faut avoir des extraits. Il m'est arrivé d'avoir des extraits de réponses sur lesquels on m'a demandé de prendre position. Donc, il n'y a pas de règle. On a respecté le timing. Merci beaucoup. Merci. Je cède ma place.